Bienvenue sur l'épisode 44 de Plein Potentiel. La pandémie a eu un effet dévastateur sur les festivals en 2020. Tous les festivals ont été cancellés là, ici au Québec. À quoi s'attendre du monde festivalier en 2021? Est-ce qu'on va avoir droit à des festivals l'année prochaine? Aussi, est-ce que certaines mesures d'hygiène seront là pour rester dans les festivals? Et aussi, une question qu'on peut se poser, c'est comment rester pertinent en ces temps difficiles, comment se renouveler en tant qu'organisation, en tant que festival. Ce sont tous des questions que j'ai tenté de répondre là, aujourd'hui avec mon invité, Thomas Grégoire, qui est le directeur général et le directeur artistique du Festivois à Trois-Rivières. Quand Thomas est arrivé à Trois-Rivières, il connaissait personne, donc il s'est mis à faire du bénévolat pour le Festivois et au fil des années, là, il a gravi les échelons pour se retrouver là où il est en ce moment. Et donc, on a parlé un peu de tout ça, là, de son parcours pour devenir directeur général, directeur artistique, aussi de ça ressemble à quoi son travail dans le day-to-day, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que fait un directeur général d'un festival. Aussi, nous avons discuté de comment se différencier en tant que festival puisque la concurrence est de plus en plus grande au Québec. Pratiquement chaque année, il y a un nouveau festival qui arrive. Donc, c'est important de se différencier, de rester créatif, de rester original. Alors, un autre sujet qu'on a abordé, parmi les autres sujets discutés, comment se prépare une programmation. On a aussi parlé du virage jeunesse qu'a pris le Festivois depuis quelques années et de la présence de Drake au Festivois en 2006. C'est pas tout le monde qui sait ça. D'ailleurs, moi, je le savais pas jusqu'à tout récemment. Mais Drake, alors qu'il était au tout début de sa carrière, là, était de passage au Festivois en 2006. C'est un podcast que j'ai trouvé super intéressant, super le fun à faire. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Important de savoir, par contre, au niveau du vidéo, j'ai eu un problème technique. À partir de 25-30 minutes, là, on perd la vidéo. Donc, si vous écoutez sur YouTube, sachez que l'épisode est là au complet sur YouTube, mais qu'à partir de 25-30 minutes, c'est une image fixe. Donc, malheureusement, on perd la vidéo. Ceci étant dit, vous pouvez quand même l'écouter en vidéo ou encore vous pouvez transférer là, sur une des plateformes audio. Le podcast Plein Potentiel est disponible sur la plupart des plateformes de podcasting. Avant de vous laisser avec l'épisode, je vous rappelle que mon nom est Francis Lapointe, que je suis coach en psychologie de la performance et que vous soyez dans le domaine musical, que vous soyez dans le sport, que vous soyez un entrepreneur. Sachez que le mindset, le mental va avoir une influence très importante sur votre réussite, sur vos performances. Et donc, toute personne qui doit performer d'une façon ou d'une autre peut bénéficier des services que j'offre en consultation en psychologie de performance. Alors, d'ailleurs, j'offre un nouveau service. En fait, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez avoir une première rencontre gratuite avec moi de 15 à 20 minutes. Ça peut se faire sur Zoom, ça peut se faire par téléphone. En fait, le but de cette rencontre-là, c'est de répondre à vos questions. C'est tout à fait gratuit. Donc, si vous voulez simplement en savoir plus, si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment ces services-là peuvent vous aider, alors simplement m'écrire et on va trouver un moment pour se rencontrer et pour discuter. Vous pouvez aller m'écrire sur francislapointe.ca ou encore me retrouver sur Facebook ou Instagram et simplement m'écrire un petit message privé. Vous pouvez retrouver tous ces liens-là là, dans la description de cet épisode. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité du jour, Thomas Grégoire. Bon épisode. Merci d'être là, premièrement. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment que je pensais à recevoir quelqu'un dans le monde du festival au Québec. Puis là, je me suis dit que c'était une bonne occasion avec la pandémie aussi d'aller voir quelqu'un qui est vraiment là-dedans, voir quel va être l'impact parce que d'un, ça m'intéresse parce que je suis un gros fan de festival. Je cours pas mal ça tous les étés. Fait que là, cet été, je te dirais que
Ça me manque beaucoup. Oui, t'es en sevrage intensif. Exact, sevrage de festival. Ouais. Donc, non, mais voilà, donc toi, tu es directeur général du Festivois. Ouais. Ça fait combien de temps exactement que tu fais ça? Ça fait, je te dirais, depuis octobre-novembre 2015, 2014 même. Moi, je commence à plus savoir, donc ça fait quand même un petit paquet d'années. OK. Avant, j'étais aussi le directeur général adjoint de l'événement. OK, fait Donc, que ça fait un certain moment. Ça là. fait depuis ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le festival. Et pour la petite histoire, j'avais commencé même comme bénévole il y a plusieurs années au festival. OK. Parce que je venais d'arriver à Trois-Rivières, puis je connaissais personne, évidemment, comme nouvelle personne qui arrive dans une nouvelle ville. Et j'avais décidé de m'impliquer dans la communauté pour connaître du monde. Donc, il y a deux manières, souvent, c'est le sport, j'en ai fait aussi, et puis s'impliquer bénévolement. L'implication, ouais. Puis le festival, je me suis impliqué comme ça. Donc, je n'avais pas du tout pour objectif de travailler dans le festival. C'est la vie qui a fait ça, mais voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé un été sans faire de festivois. Oui. Et là, c'était une année un peu particulière, évidemment. Ouais. Fait que tu as monté les steps assez... en partant vraiment du début, le bénévole. Et toi, tu viens de France, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui t'avait amené à Trois-Rivières? C'est une longue histoire, disons. Ça fait plus de 15 ans que je suis au Québec maintenant. Okay. Je suis citoyen canadien, j'ai mon passeport et tout ça. D'ailleurs, j'ai pas la petite anecdote. J'ai reçu ma citoyenneté un 1er juillet. Pendant un festival, parce que on a comme pas le choix, là, ils nous convoquent. Pendant la fête du Canada pendant aussi. La fête du Canada, et c'était pendant le festival, donc c'était très, très particulier. Mais oui, qu'est-ce qui m'a amené ici? D'abord, l'envie l'amour, ça c'est la partie personnelle, je suis pas sûr que j'ai envie de rentrer là-dedans. C'est souvent ça qui... Une longue histoire, j'ai rencontré ma blonde, qui était une Canadienne québécoise en Suisse à l'époque, puis bref, on a décidé où j'ai décidé de partir à l'aventure avec elle ici en arrivant au Québec, puis voilà. Donc ensuite, moi c'est la même chose, c'est ça qui m'a amené à Trois-Rivières. En fait, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, puis c'est une bonne raison. Je viens d'un peu moins loin, par exemple. Oui, mais quand on vient d'une région, et qu'on rentre dans une autre où on connaît personne, non, effectivement, il y a les mêmes démarches et puis la même attitude à avoir, je pense, d'humilité. Personne nous connaît, personne sait ce qu'on a fait. Je sais pas, les diplômes si on en a ou les expériences, faut accepter de repartir de zéro. Absolument. Et puis je pense que c'est la meilleure attitude. Puis ensuite, les gens apprennent à nous connaître, puis avec notre travail et puis ce qu'on est, en général, ça peut fonctionner. Là. Ouais. Puis comment on devient directeur général d'un festival de musique? Qu'est-ce que ça prend comme formation peut-être, là, mais aussi comme caractéristiques, comme force personnelle, comme personnalité peut-être même? C'est une bonne question. D'abord aussi, je suis directeur général, mais je suis directeur artistique aussi de l'événement. Okay. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. Dans le fond, en fonction des forces de chacun, si on estime que par rapport à la direction artistique, moi j'ai une vision quand même qui est assez claire de ça. Mais par contre, je travaille toujours en collaboration avec des collègues, avec des gens, là, parce qu'il y a rien de pire que de penser ça tout seul aussi. Non, c'est clair. C'est un travail d'équipe. Puis c'est quoi le directeur artistique qui fait quoi, lui? Principalement, parce qu'un festival, évidemment, ce qu'on pense, c'est souvent la programmation. C'est un peu le nerf de la guerre, puis c'est ce qui donne l'identité de l'événement. Donc, c'est sûr qu'il a une influence sur la programmation. Au bout du compte, c'est quand même le directeur général qui a la tête sur la bûche, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et là, donc, toi, t'as les deux chapeaux, là, en plus. Ouais, c'est une vision. Puis la direction artistique, c'est un peu plus large parce que il faut que l'événement ait une identité, y compris dans sa manière d'occuper l'espace. Dans le fond, à chaque fois qu'on décide d'occuper un espace, il faut qu'on crée un environnement, faut qu'il y ait une ligne artistique pour permettre de mettre en valeur le festival ou les lieux qu'on occupe. Puis au Festivois, c'est ça, on est en pleine ville, on est au bord du Saint-Laurent, centre-ville, puis quartier historique. Okay. Donc ça fait un peu partie de la direction artistique, là, l'environnement, si on peut dire. Exactement. Puis le mobilier qu'on va installer, là, l'univers qu'on va créer, il y a quand même quelque chose de super important pour nous, pour respecter le lieu qu'on occupe, puis le mettre en scène autrement. Alors moi, ça, c'est quelque chose dont je tiens absolument. Puis c'est la vision. Ouais, ça, c'est la vision artistique. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à collaborer avec d'autres mondes qui vont bonifier, influencer notre partie artistique, mais je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est une partie qui est importante dans mon travail puis qui m'intéresse beaucoup. Donc là, je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à ta question de départ. Un petit peu, je comprends un peu mieux. Mais comment on devient... moi, j'ai une formation assez éclectique. Dans le fond, j'ai étudié à la fois en ressources humaines,
Okay. Et aussi en économie, en développement économique, en particulier le développement économique, ce qu'on appelait dans mon pays développement économique local, c'est sur les territoires. Comment faire en sorte que dans une communauté, il y a des activités, des actions pour faire en sorte que la région se développe. Bon, j'ai étudié là-dedans quelques années, puis quand j'ai commencé à travailler en France, j'avais un parcours qui était à la fois du côté culturel, puis à la fois du côté économique. Donc j'ai travaillé pour l'équivalent d'une sorte de CLD mélangé avec une chambre de commerce dans une entreprise du centre de la France, là, qui est une région qui s'appelle dans une région qui s'appelle le Limousin. Et j'étais chargé à l'époque de faire la promotion des entreprises de décoration puis des métiers d'art de la région. Okay. Puis en France, les métiers d'art, c'est un acteur économique important, puis c'est classé dans le monde économique. Alors qu'ici, c'est plus classé dans la culture. Donc, métier d'art, c'est le design, la décoration, si on pense à la porcelaine de Limoges, etc. Donc, j'étais chargé d'organiser des actions commerciales pour eux, de faire de la recherche et développement de produits, de mettre en lien des artistes avec des entreprises, des choses comme ça. Donc, j'étais toujours à mi-chemin. Tout ça là, parce que pour expliquer que j'étais toujours à mi-chemin entre la culture, l'économie, le développement, puis aussi créer des événements, parce que parfois on faisait des kiosques collectifs sur des salons importants, parfois on organisait un voyage d'affaires, puis d'aussi loin que je me souvienne, plus jeune, j'ai toujours organisé qu'est-ce que ça prend? Je sais pas, mais moi, plus jeune, avec un de mes amis, on organisait souvent les premières soirées, ou avant même que ce soit des soirées, les premières après-midi, où on prenait un garage, on faisait semblant que c'était la nuit en mettant des poches poubelles sur les vitres, puis on avait 2-3 spots, puis on invitait des garçons et des filles avec de la musique, puis ça commençait de même. On avait 12 ans, donc il y a toujours dans un groupe qui organise les fêtes, puis il y a toujours ceux qui vont dans les fêtes. Donc moi, je faisais plus. Toi, tu étais l'organisateur. En général, je participais aussi à la fête, évidemment. Mais quand même, il y avait cet esprit-là. Donc après, dans mon métier, même quand j'ai commencé, j'étais toujours à mi-chemin dans ces deux univers-là. Puis j'avais quand même une âme d'organisateur, puis aussi d'entrepreneur, dans le fond. Puis après, quand je suis arrivé au Québec, là, je suis un peu reparti à zéro. Puis comme je l'expliquais tout à l'heure, le fait de s'engager dans la communauté, d'être bénévole dans un festival. Puis là, il se trouve que moi, je travaillais à l'époque dans un organisme qui existe encore, qui s'appelle Culture Mauricie, où je venais d'arriver. Et puis ma collègue de l'époque, c'était la conjointe du directeur général du Festivois, Stéphane Boileau, à l'époque. Puis on a sympathisé. Culture Mauricie et Festivois, c'est des collaborateurs, là, j'imagine, dans le festival. Donc, oui, c'est un univers, le monde de la culture à Trois-Rivières ou de c'est assez petit, c'est assez... C'est un monde quand même qui se côtoie. Puis le fait d'être bénévole, après... Puis moi, j'avais du temps, j'étais prêt à en donner beaucoup. Puis ils ont vu que j'étais assez volontaire là-dessus. Donc j'ai fait une année ou deux de bénévolat. Puis à un moment donné, j'ai côtoyé Stéphane dans le cadre de relations plus personnelles. Puis lui, il m'a posé beaucoup de questions sur ce que je faisais avant, dans le fond. Et donc, il a vu mon parcours, etc. Stéphane, qui était le directeur général de l'époque, c'est ça? Du festival, Stéphane Boileau, qui était directeur général, je pense, de 2006 à 2014, puis qui a fait beaucoup pour le développement de l'événement. Donc, à l'époque, il avait une directrice adjointe qui a quitté, puis il est venu me voir rapidement, puis il m'a proposé le poste. Okay. La partie, en particulier la partie de marketing, développement de commandites, les subventions, partenariats. Là, j'étais un peu plus dans ce domaine-là. La partie plutôt business que j'avais fait aussi en Europe. Puis j'ai aussi, à son contact aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur la direction générale, c'est sur ce que ça comprend. Puis aussi toute la partie plus logistique, j'en avais déjà fait, là, mais un événement, c'est une grosse machine logistique à monter. Surtout en plein centre-ville aussi, là, c'est beaucoup de choses à penser. Là. Exactement, sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Dans le sens, c'est qu'il faut arriver le plus tard possible, puis il faut partir le plus tôt possible. C'est pas la même chose que d'avoir un terrain qui nous appartient comme toute l'année, où on peut occuper. On a vraiment une logistique complexe. Et en plus, l'événement s'est développé avec une identité autour de la diversité musicale. Donc, c'est plus d'une centaine de shows sur 9 jours, sur 15 scènes. Alors, il y a la très grande scène, c'est 15 à 20 000 places. Mais tu as des petites scènes comme, je pense, au Zénob, le soir, après, c'est 60 places. On navigue là-dedans, donc c'est un gros défi logistique. Donc ça, j'ai développé mes compétences, mon réseau, etc. Puis qu'est-ce que ça prend? Je pense qu'il faut aimer l'adrénaline, première chose. Il faut accepter aussi que le travail soit... il soit pas forcément linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des jobs où toute l'année, ça se ressemble. Le mois de janvier va ressembler au mois de mai. Dans notre cas, à nous, les mois ne se ressemblent pas du tout.
Fait que les tâches aussi doivent être assez variées. Là. Sont très variées, puis il faut accepter qu'il y a une intensité très forte, puis que l'adrénaline générée par un événement est super positive, mais c'est aussi beaucoup de pression, parce que quand on fait des événements de musique populaire, il y a beaucoup d'attentes, à la fois des médias, puis à la fois aussi des gens. Donc, puis les gens pensent toujours, pas les gens, mais une partie des gens pensent toujours que eux, ils l'auraient fait d'une autre façon, puis que ça paraît simple. Mais souvent basé sur les programmations des années précédentes aussi. Quand la nouvelle sort, il y a moins d'artistes qui m'intéressent que l'année d'avant. Il y a tout le temps des chialeux. La perception, c'est toujours compliqué. Puis je les comprends, parce que je veux dire, c'est un peu comme quand on regarde du sport, on a envie, on n'est pas dans la chambre de hockey ou sur le terrain de soccer ou à l'entraînement, mais on avait envie de dire aux gars comment placer ses joueurs. Donc, mais moi, je le comprends, mais ça fait partie de tout ça. Donc, c'est résistance à la pression, l'adrénaline, avoir de la vision, puis surtout savoir s'entourer. Il n'y a rien qui se fait tout seul dans la vie. Il faut toujours s'entourer de gens forts, de gens qui vont apporter des nouvelles idées, des gens qui vont challenger nos visions. Et puis, il faut un conseil d'administration, parce qu'on a une organisation à but non lucratif, là encore avec des gens forts, qui ont des spécialités, qui peuvent apporter à l'événement, architectes, avocats, toutes sortes de trucs comme ça. Mais il faut que l'équipe aussi soit constituée comme ça. S'entourer de gens forts, dynamiques, proactifs, et qui est aussi évidemment qu'on a à cœur le développement de la culture puis de la musique, c'est la base, parce que c'est un métier qui demande un dépassement de soi parfois, pas tout le temps. Puis c'est pas une fin en soi non plus de penser qu'à l'événementiel, tout le monde se déchire tout le temps au travail, etc. Non, ça c'est plus on grossit, plus on essaye de calibrer ça. Parce que, mais il y a toujours des imprévus. Enfin, vous pouvez faire un montage, puis tout d'un coup, il y a un orage violent, puis le vent, tout. Il faut être capable de se retourner rapidement. Là. Ça me fait penser d'ailleurs, l'année passée, je crois, Fouki, que vous aviez changé de scène à la dernière minute parce que vous aviez créé la nouvelle scène là, pour le hip-hop dans une petite église qui avait à peu près une capacité de 200 personnes peut-être, là, ou 100 quelques. Ouais. Puis finalement, vous aviez peut-être remarqué là, effectivement que c'était un peu serré pour les artistes. Puis finalement, vous êtes adapté. Fouki, vous l'avez déplacé en fin de soirée. C'est un beau problème souvent. Mais c'est ça. C'est sûr qu'on imagine souvent sur papier, où on a des idées évidemment dans l'année, mais on n'a jamais l'occasion de les tester. Donc, c'est sur le moment qu'on peut les tester. Exemple, vous reconstruisez votre site, puis vous changez l'entrée, parce que vous pensez que cette nouvelle entrée, ça va favoriser la circulation. En fait, on se rend compte sur le moment, finalement oui, ou finalement pas du tout. Donc, pendant l'événement, nous, chaque jour, évidemment, on a des réunions, mais les 2-3 premiers jours servent d'ajustement. Puis je dirais que les 2-3 derniers jours servent à penser à l'année d'après. Il faut qu'on change ci, il faut qu'on change... Et à partir de ça, là, on travaille dans l'année avec différents scénarios, etc. Dans l'exemple de Fouki, c'était une nouvelle scène, la scène hip-hop. Puis évidemment, quand on programme ces gens-là, on regarde, mais on regarde aussi ce qu'ils vendent comme billets, etc. Donc, mais on se doutait que ça pouvait être possible. Mais le hip-hop, en plus, pouvait être à un niveau de notoriété en janvier, puis ça peut exploser au mois de juin. Mais comme vous pouvez retomber complètement dans l'anonymat 2 mois après, le mode de consommation de musique a vraiment changé. Donc, puis là, il se trouve que on avait quand même, on savait que ça pouvait arriver, on a attendu, puis on avait quand même préparé nos affaires quand même pour ça. C'était une super belle soirée, il y avait plus heureusement, parce que l'église Saint-James, c'était 200 personnes, puis il y avait peut-être 3500 personnes le soir pour Fouki, donc c'était quand même une bonne idée de l'avoir déplacé, mais effectivement, ça fait partie des choses où il faut être capable de se retourner. En fait, on n'a pas trop le temps dans l'événement de dire s'il y a un problème, c'est à cause de quoi, c'est la faute à qui, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on arrange ça? Donc, il faut être capable d'avoir du sang-froid, puis dans le fond, de se retourner. Puis ensuite, il y a un temps pour faire des post-mortem. Puis là, de passer en revue tout ce qui a bien été, pas bien été, challenger. Là, c'est le temps peut-être de voir qui aurait pu faire quelque chose de mieux, ou en fait, c'est souvent l'équipe, là, j'imagine. Là, oui, l'équipe, puis parfois, on peut demander, en fonction des secteurs, des bénévoles, parfois on sonde le public aussi. En fait, il faut être toujours à l'écoute, puis le festival connaît une forte croissance depuis plusieurs années. Vraiment. Puis le pire, c'est de penser qu'on est arrivé, justement. Alors que c'est quand ça va bien qu'il faut accepter de se remettre en cause encore plus fort. Parce que les gens, l'attente augmente, puis il faut aussi qu'on se questionne, qu'on se renouvelle, qu'on prépare l'avenir, puis on veut continuer, quoi. Donc ça prend, je pense que c'est ça, la volonté, de la vision, de la rigueur, évidemment le sens de la gestion financière en particulier, c'est important,
mais aussi le sens d'arriver à prendre des risques dans le fond, parce que c'est l'équilibre. Là. Il faut trouver, c'est quand même un environnement qui est très, très risqué, parce qu'on engage toutes nos dépenses sur des aménagements, des cachets d'artistes, puis ensuite on espère que les gens vont venir, mais en plus nos revenus vont être dépendants de la météo, parce que s'il pleut, vous vendez bien moins de consommation que s'il pleut pas, vous avez moins de monde, donc tout ça le festival, là, c'est un OBNL, c'est privé, c'est plus de 80% de revenus privés. Donc, on a vu des festivals aussi qui ont voulu aller des fois trop vite, qui ont connu une bonne année, puis là, ils se sont dit, OK, on va chercher vraiment des grosses têtes d'affiche, puis moi, le Rockfest me vient en tête, là, que ça a été très difficile après les années qui ont eu Rammstein. Donc, non, effectivement, j'imagine que c'est mieux d'y aller avec une légère progression que de vouloir y aller all-in. Ou, en fait, c'est qu'il faut que tu fasses monter tous tes secteurs. Un festival, ça que les gens voient, c'est souvent la programmation, parce que c'est évidemment le mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais en fait, si tu fais monter ta programmation comme ça, et que tes autres secteurs, ils sont encore là, à un moment donné, ça ne marchera pas. L'écart va être trop important, l'organisation va être sous tension d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue structure. Ouais, comme par exemple. Gros, plus c'est compliqué de. C'est ça. Si tu as vraiment des gros groupes et tu n'as pas la structure pour accueillir assez de monde, ben là, c'est pas mieux. Là, exactement. Donc, il faut essayer d'équilibrer ça. C'est que si vous êtes plus gros, il faut plus de monde dans l'équipe. Il faut des meilleures installations, des meilleures infrastructures, des meilleures capacités d'accueil, donc plus de commandites, c'est ça. Donc c'est important que tout ça monte correctement. Puis j'imagine que aussi ça doit être important d'être quelques années en avance, donc de se dire dans 3 ans, OK, peut-être qu'on va être rendu là. Fait que si on veut se rendre là, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, l'année d'après? Planification stratégique, ça c'est bien important. Puis ta question que tu me demandais, qu'est-ce que ça prend pour être directeur général? Ça prend qu'il faut savoir travailler en équipe, peut-être il faut avoir une vision, mais il faut la partager. Bonne capacité d'adaptation aussi. Ouais, puis il faut aussi amender sa vision. Tu sais, dans le fond, il faut être à l'écoute des autres et puis essayer de regarder, de voir qu'est-ce qui fait un sens, dans un consensus. Pas un consensus dans le sens qui pourrait être dénaturé à force de... Pas de consensus mou, là, tu sais, dans le sens où on prend un peu l'idée de tout le monde, puis finalement, ça ressemble plus à grand-chose de clair. C'est plus, on a quand même une idée générale, est-ce qu'elle est partagée, il y a une vision, puis ensuite on se nourrit des idées de tout le monde, mais le travail d'équipe, c'est essentiel. Ça. Puis tu le mentionnais tantôt, c'est très différent selon les périodes de l'année, mais évidemment, durant le festival, là, ça doit être le gros rush, mais dans le day-to-day, le reste de l'année, ça ressemble à quoi le travail que toi, tu as à faire, par exemple? Je te dirais que dans un temps normal, parce que là, évidemment, on est en temps de pandémie. Normalement. Je te dirais que quand on se retrouve, nous, l'événement est fin juin, début juillet. Bon, quand il se termine, on est évidemment épuisé, mais on range ce qu'il faut ranger. Là. Dans le sens le plus vite possible. On essaye de libérer l'espace. Et quand ça s'arrête, là, l'adrénaline n'est plus là, mais il y a encore beaucoup de travail parce qu'il faut dégager les sites qu'on a occupés. Et puis il faut essayer de ranger ça à peu près correctement. Parce que ça commence là, la préparation de l'année d'après. Imaginons qu'on a des entrepôts, nous, qu'on garoche tout ça dans l'entrepôt n'importe comment. L'année d'après, tu vas payer. Exactement. Donc, il y a tout un processus comme ça. Ensuite, quand on commence à être au mois d'août, septembre, là, on est dans le domaine ce qu'on appelle des bilans. Donc, bilan financier, il faut comptabiliser tout ça, regarder où on en est, mais aussi bilan par rapport à nos partenaires. Donc, on fait un gros travail parce qu'on a, Festivois, c'est plus de 120 partenaires, des gens qui nous ont aidés, des fois des échanges de services, des fois de la commandite petite, moyenne ou très grosse. Mais là, eux, ils veulent savoir ce qu'on a fait avec leur argent. Donc, on fait des bilans super importants. Puis ça, s'il y a des gens qui écoutent puis qui font des demandes de commandite, c'est super important la demande de commandite. Livrer ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est important. Mais leur dire aussi ce qu'on a fait, ça, c'est fondamental. Le bilan, en fait, est déjà la demande de l'année d'après. Si vous ne faites pas un bilan qui est intéressant ou correct, mais c'est pas bon pour vous pour l'année d'après. Donc, en tout cas, je sais pas si je peux dire ça dans ton podcast, mais en tout cas, c'est des stratégies qui sont importantes. Donc, on passe beaucoup de temps à faire des bilans. En même temps, on se retrouve en lac à l'épaule avec l'équipe, avec le conseil d'administration. On fait des post-mortem, secteur par secteur. On attaque vraiment. C'est parce qu'on a encore l'esprit, on est proche de l'événement. Donc là, là c'est vraiment important. Donc, c'est un gros travail où on met tout en cause. Là, puis on regarde par rapport à notre planification stratégique. Si on est en phase de recréer une vision pour 3-4 ans, ben là, on travaille là-dessus. Mais sinon, on voit si on est encore conforme, si on s'aligne encore sur notre planification. Puis qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour l'année prochaine. C'est à ce moment-là, au début de l'automne, qu'on pense à l'année prochaine. Sur les grandes lignes, il y a aussi déjà, pour la programmation, ça se négocie tout le temps à l'année. Là. Dans le sens,
il y a déjà des discussions tu peux en 2019 entamer des discussions pour 2020-2021. Ouais. Donc, ça, c'est un peu tout le temps. Là, on est toujours un peu... Puis je te dirais, à cause de l'environnement, la concurrence, je ne sais pas si tu as remarqué, j'imagine que oui, mais il y a beaucoup d'événements qui sortent tôt leur programmation. Ouais. Donc, ce qui pouvait se négocier à l'automne se négocie maintenant encore plus tôt. Donc, il faut être... Puis il y a l'Europe, pour nous, je pourrais te parler de ça tout à l'heure si tu veux, la programmation, mais c'est ça, faut être rapide, il faut être capable de sortir des offres. C'est ça, en Europe, il y a déjà des annonces de fait pour 2021 là, en ce moment. Là. Donc eux, c'est une concurrence qui est forte, puis les bands, en particulier tout ce qui est plus international, ils préfèrent avoir plusieurs dates sur un continent qu'avoir une seule date. C'est pas juste une question d'argent, c'est dans le sens, même si j'ai de l'argent pour donner le cachet à tel artiste, si lui, on lui a proposé 15 dates de l'autre côté de l'Atlantique à la même période, sur une période de 2-3 semaines, il va prendre 15 dates plutôt que de prendre une date chez nous. Là. Donc, on l'a vu avec tous les artistes internationaux que vous avez programmés dans les dernières années. Il y allait généralement à une ou deux autres villes du Québec, comme au Saguenay, au Festival des bières, ou... cette année, c'était supposé être Rise Against, qui allait, je pense qu'il allait justement au Festival des bières du monde. Fait que... C'est pas un hasard, tout ça. Dans le sens, est-ce que vous discutez avec les autres festivals? On discute, puis ça peut... Parfois, avec le jazz à Montréal ou le FEQ, ça peut être sur des gros noms, mais des fois, c'est sur des noms... comment dire, j'aime pas ça dire petit, moyen, gros nom. En fait, c'est en fonction d'un style musical. Grâce à ça, on a eu des super pointures en jazz, par exemple. Parce que puis ils sont au jazz à Montréal, ils sont au Festival, puis ils sont à Québec, ça leur fait trois dates sur la même période. Puis du coup, nous, ça nous a permis d'avoir des artistes quand même d'un super bon niveau, parce que sur toutes nos scènes, quel que soit le style musical, on veut toujours, quand même, il y a des gros joueurs dans leur domaine. Puis ensuite, on veut toujours qu'il y ait quelque chose de plus émergent. Ça, c'est une ligne artistique, là. Quelque chose qui est un peu plus pointu, là, t'es en jazz, puis quelque chose ensuite qui est plus populaire, dans le fond. Donc on essaye toujours, si tu vas sur la scène de jazz, tu regardes la programmation 9 jours, tu auras quelque chose de très pointu, tu auras quelque chose, tu auras une vedette ou une star du jazz, puis tu auras ensuite du jazz plus standard, plus grand public. Puis on n'a pas de... Moi, je déteste le snobisme en musique, là. Dans le sens, non, ça c'est mieux, ça c'est de la merde. En fait, la musique, c'est bon pour tout le monde, on a tous des plaisirs coupables, on a tous des chansons qu'on aime, puis on commence aussi là où on doit commencer. Donc, il n'y a pas de... Donc, quand on fait du punk, c'est la même chose. Quand on fait de la chanson francophone, c'est la même chose. Quand on fait de l'indie, c'est la même chose. Quand on fait du hip-hop, c'est la même chose. On parlait de Dead Obies tout à l'heure avant de commencer. C'est des gens qu'on a programmés sur nos scènes plus underground au festival régulièrement. C'est important pour nous d'être à l'affût parce que notre travail de programmateur musical, puis je dis notre parce qu'on a un comité de programmation, dans le fond, on a quelqu'un dans l'équipe qui coordonne la programmation avec les agents, etc., qui fait les démarches, et puis les négociations, mais le travail pour imaginer la programmation, c'est un travail aussi d'équipe. Puis là encore, dans le comité de programmation, on sonde des gens en qui on a confiance, qui représentent une partie de notre clientèle. Exemple, l'amateur de punk de 40 ans, si on en connaît un puis qu'on sait qu'il sait tenir sa langue, qui fréquente beaucoup d'événements de punk, on peut tester 2-3 affaires avec lui. Exemple, la maman d'une amie qui tripe musique puis qui vient toujours au festival sur la scène des Ursulines, puis elle fait longtemps qu'elle n'a pas vu France d'amour puis qu'elle aimerait bien ça la voir. On sont capable d'avoir sa vision personnelle, mais aussi d'avoir une vision un peu plus large du type de clientèle qu'elle représente. L'objectif, c'est qu'on touche le plus de public possible. Avec ces gens-là, vous demandez par exemple, est-ce que tel artiste vous intéresse plus qu'un autre, ou est-ce que vous essayez de ne pas nommer d'artiste? Non, ça dépend du degré de confiance, ou je sais pas moi, si on a la possibilité on a 6 bands de punk qui peuvent venir. Okay. Si ce qu'on peut avoir, puis 2 que je peux avoir, peut-être demander dans les 6 son classement. Je peux demander à 1, 2, 3, 4, puis ça peut dégager une tendance. Mais en plus de ça, il y a combien ils vendent de billets dans les salles de spectacle. Dans les autres festivals, ça a-tu marché? On a plein d'informations. Mais et ce qui se passe ailleurs, c'est ailleurs. À Trois-Rivières, c'est aussi particulier. Il faut juste trouver l'équilibre dans tout ça. En tout cas, il y a plusieurs techniques qui fait que c'est pas un matin on se réveille puis on se dit tiens, tel artiste, ça peut être cool. Puis il y a des choses qu'on teste une année, que les gens voient pas qu'on teste quelque chose, mais en fait nous on le sait. Puis hop, on est capable de le développer. Il y a des parcours qu'on fait aussi avec des artistes. Je me souviens Ingrid Saint-Pierre qui a commencé sa carrière beaucoup à Trois-Rivières.
T'es au Zénov, à un moment donné, on passe sur une autre scène, une autre scène, puis évidemment, c'est pas grâce à nous qu'Ingrid a fait sa carrière, là, c'est grâce à elle, etc. Mais on a suivi son évolution, où des fois, on lui a proposé une scène sur notre festival, où elle était peut-être pas rendue là sur les autres festivals, mais on lui a donné cette scène-là, parce que nous, on pensait qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à l'histoire de la région, puis après, elle a développé sa carrière toute seule, évidemment, ça n'a rien à voir avec... j'aurais pas la prétention de dire, c'est parce qu'elle a joué au festival plusieurs fois qu'elle a développé sa carrière, pas du tout. Mais l'aspect, justement, de garder ça secret, toute la programmation, ça doit être quand même assez complexe, là. Oui. D'ailleurs, chaque année, on voit peut-être pas chaque année, mais ça arrive régulièrement qu'un festival, tu as la programmation qui leak en ligne des jours avant, ou tu as aussi le site 99 scènes qui sort des rumeurs de façon régulière, puis que j'imagine que justement, ils vont chercher des sources peut-être qui ont été en contact avec les festivals. Fait que, comment que ça marche, ça, justement, de garder le secret? Comment vous faites pour disons que ça? Normalement, enfin, pas normalement, ici, chaque employé ici est tenu à la confidentialité. Dans le sens, c'est vraiment très important. Il doit y avoir une clause sur il y a des clauses dans les contrats. Ouais. Oui, c'est fondamental. Et puis, pour plein de raisons. D'abord... le montant des cachets, mais effectivement, maîtriser son annonce, c'est quand même le plus important. Après, il y a des stratégies d'annonce. Parfois, il y a des choses qui coulent, mais elles coulent parce qu'il y a des gens qui volontairement les ont donnés. Ça peut être l'organisation qui fait le choix de couler un peu. Ouais, c'est tout un monde. Nous, on ne fait pas vraiment ça. C'est pas une stratégie qu'on a. Et nous, je te dirais que c'est jamais arrivé qu'il y ait des fuites, sauf quand... Et involontairement, un artiste va dire, ou l'agence, on lui dit, on sort ça le 13 juillet, genre, puis lui, le 12 juillet, il s'est trompé, il a mis ça sur leur date de tournée, sur leur site. C'est ça que des fois, ils sortent leur date de tournée, puis eux, c'est un spectacle parmi d'autres, puis là, tu te retrouves... sur l'affiche. Exactement. Puis, donc là, ça peut arriver, puis il y a des gens qui font très bien leur travail, justement, des journalistes, et puis qui vont voir ça. Parfois... il y en a qui font des déductions, dans le fond, ils disent, OK, si lui, il est là, vu les dates, ça se peut qu'on ait... Bon, ça c'est libre à eux, mais tant que nous, on ne confirme pas. Souvent, c'est pas dommageable. Ça peut l'être si il y a une entente avec l'artiste, parce que lui, il joue en salle. Je me souviens, on a fait Hedley à une époque, puis on pouvait vraiment pas le sortir. Nous, on l'aurait sorti plus tôt, mais on pouvait pas le sortir plus tôt, je me souviens pas, genre avant fin mars, parce que le 15 mars, il jouait au Centre Bell. Donc c'est sûr que si on commence à dire au mois de février qu'ils vont venir chez nous, vu que nous c'est un prix qui est très peu élevé par rapport à son show, lui en salle, ils veulent pas faire ça. Donc si on fait ça, ça peut rompre le contrat. Oui, il y a plein de paramètres qui font que des fois on aimerait ça annoncer plus tôt, mais on peut pas à cause de ça. Donc mais globalement on s'en sort bien, mais c'est important la confidentialité, la confiance, etc. Puis de maîtriser son annonce. Mais je te dirais que la tendance c'est qu'on sort nos noms de plus en plus tôt. L'an dernier on a sorti... je sais plus qui qu'on avait sorti en premier. Vous aviez déjà annoncé une bonne partie de la programmation en début de pandémie, qui est mi-mars là, en fait, là, ce qui était nouveau, je pense. Là. Je pense que c'était la première fois que c'était aussi. Même en novembre, décembre, tout ce qui était plus punk, on l'avait sorti. Là. Ouais, c'est ça, je pense que vous aviez annoncé Rise Against, puis c'était Millen Collin. Non, c'était l'an dernier, c'était Lagwagon, puis Face to Face, et puis donc ça on l'avait sorti. Plus tôt, ça avait très bien marché parce qu'en fait on a oublié au mois de mars, on était à 2-3 semaines d'être sold out là, donc quand tout ça s'est arrêté. Oui, donc, moi je me souviens, je suis allé acheter mon passeport du festival. La pandémie était commencée, puis on s'est dit, bon, on va l'acheter pareil, on sait pas trop ce qui va se passer. Puis on est probablement dans les derniers là, qui l'ont acheté, moi puis ma blonde. Là, fait... écoute, je sais pas si tu l'as conservé ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a plus de 80% des gens qui ont choisi de le conserver pour l'année prochaine, donc c'est super. Là, c'est une belle marque de confiance, je pense, j'espère, mais que les gens, quand ils viennent au festival, ils ont conscience de la qualité de la programmation, de la diversité pour le prix. L'événement, l'accessibilité à la culture, c'est super important. Donc on travaille très fort pour avoir un prix qui est vraiment très faible, qui est même quasiment hors marché parce qu'on a des commandites, parce qu'on a des partenaires. Puis on investit aussi, on fait le choix de pas avoir seulement une seule scène sur 3-4 jours, on envoie les plus gros noms. On a vraiment une centaine de noms.
C'est sûr que c'est aussi important pour nous de faire Rise Against que l'artiste émergent qui va jouer sur une scène plus confidentielle. C'est ça l'esprit d'un événement. Ça c'est vraiment fondamental. Puis c'est pas nécessairement les plus gros shows qu'on va se souvenir le plus. Moi, des fois, j'ai participé à un show de Eman et Vlooper il y a quelques années à l'Embuscade. On était une quinzaine peut-être, puis c'était super intime, mais c'était super le fun, justement. On se sentait proche de l'artiste. Puis, mais justement, en parlant du festival, comment on décrirait le festival? Qu'est-ce qui différencie le festival d'autres festivals au Québec? Ben, je te dirais d'abord, c'est vraiment la diversité musicale, dans le sens où c'est vraiment un choix qu'on fait, on s'adresse vraiment à toutes les clientèles. Donc tu peux écouter du jazz, de la musique plus indie, du punk, tu voyages dans différents univers et surtout c'est localisé dans différents endroits en ville. Donc Trois-Rivières, c'est quand même une superbe ville. Et on arrive à valoriser le bord de l'eau, le fleuve Saint-Laurent, le quartier historique. On installe des scènes dans des lieux qui ne sont pas prévus pour ça à la base. La cour arrière des Ursulines, le manoir Niverville, etc. Donc on a un environnement qui est quand même magnifique. Souvent, les environnements vont fitter avec les styles musicaux aussi qu'on peut remarquer. Là, comme la scène... je me souviens plus du nom de la scène qu'il y avait Cœur de pirate là, l'année passée. Où il y a plein de places assises. C'est un peu plus tranquille. L'environnement est plus tranquille aussi. C'est 4500 places, cet endroit-là. Puis on dirait qu'on est dans un spectacle intime avec 300 personnes. C'est incroyable, c'est ça. Parce que à cause des soul pleureurs qui sont autour de la scène, l'environnement, c'est magnifique. Les artistes adorent jouer là. D'ailleurs, Cœur de pirate nous a dit, moi je veux venir et je veux jouer sur cette scène-là. Ça dépend des formules qu'ils ont. Donc il y a la grande scène qui est 15-20 000, qui est assez spectaculaire. Le fond de scène s'ouvre sur le fleuve Saint-Laurent. C'est unique au Québec. Puis l'environnement fait qu'on est quand même proche. Au festival, on est toujours proche. C'est un gros show, mais tu peux quand même circuler globalement bien. Et voilà, puis surtout, au fil des années, tu as l'expérience musicale, donc avec la diversité. Tu peux commencer ta journée à 4-5 heures en écoutant de l'indie folk sur la scène Trou du Diable, la vieille prison de Trois-Rivières. Ensuite, tu vas écouter genre Elliot Maginot. Ensuite, tu peux basculer à un autre endroit où tu vas écouter du jazz. Tu peux aller souper au centre-ville, puis tout est proche aussi. Là. Exactement, puis tu finis, tu commences de grosses soirées au bord de l'eau avec un groupe punk, puis en sortant de là, tu peux aller voir des groupes émergents dans des bars ou sur notre quai au bord de l'eau jusqu'à 2h du matin. Donc, c'est une expérience complète. Tu es en pleine ville, tu as la ville pour toi parce qu'il n'y a plus de voitures. C'est piéton. On organise des transports en vélo-taxi, toutes sortes de choses comme ça. Puis donc, expérience musicale, expérience aussi artistique, parce que, tu sais, quand on a un grand tunnel où les gens passent, là, souvent, on organise des projections, des jeux de lumière, etc. Puis, la mise en valeur des lieux de patrimoine. Puis après, on a ajouté un peu plus l'expérience culinaire. Plus ça va, là, puis ça, on voit que les gens embarquent, le site ouvre de plus en plus tôt. Puis, il y a des restaurateurs, des traiteurs locaux qui viennent, il y a des food trucks, il y a des différents types de restauration. Donc un soir, tu peux venir, tu vas pouvoir manger, je sais pas moi, si tu as envie de manger plus de junk food, il y en a. Et si tu veux manger des sushis, il y en a aussi. Si tu veux manger aussi le traiteur du coin, des plats plus pointus, tu peux aussi. Barbecue, hamburger. Donc ça, les gens, en fait, c'est un soir d'été au bord de l'eau. Sérieusement, là, t'arrives. On a la terrasse qu'on appelle la terrasse et Sacule. C'est magnifique. Tu surplombes le fleuve. À ta gauche, tu as le clocher du monastère des Ursulines. Puis là, tu as la super bonne bouffe, tu as le spectacle de jazz, tu as le spectacle ensuite qui va repartir sur la grande scène, puis tu as des écrans géants qu'on installe partout pour que les gens puissent voir les spectacles qui sont retransmis. Plus tu parles, plus je m'ennuie des festivals. À force que tu parles... Pardon? À force que tu parles, plus je m'ennuie des festivals. Ah, ça me manque cet été. Là. Je te dirais que moi aussi, ça a quand même été un deuil à faire... dans le sens où on travaille comme toute l'année pour ça, on avait plein de nouveautés comme chaque année, parce que c'est ça qu'on essaye de faire, des changements, innover, et tout ça, puis on n'a pas pu le tester, on s'est déployé autrement, mais c'est sûr que c'est ça, c'est tout cet univers-là, l'expérience artistique, culinaire, musicale, puis aussi expérience humaine, parce qu'au bout du compte, il n'y en a pas beaucoup d'endroits, et puis là, avec la pandémie, de moins en moins, mais quand même, où les gens se réunissent collectivement, d'une façon positive, avec... le respect des goûts de chacun. Tu sais, dans le fond, souvent, parce que même les réseaux sociaux t'emmènent toujours à aller vers des gens qui pensent comme toi,
qui écoutent la même chose que toi. Ouais. Alors qu'un festival, nous, ce qu'on veut faire, c'est que, évidemment, les gens vont acheter leur passeport, vont venir parce qu'il y a des shows qu'ils aiment, des artistes qu'ils connaissent, mais on veut aussi qu'à un moment donné, hop, ils passent, ok, je connaissais pas cette musique, je connaissais pas cet artiste-là, ok, ça m'intéresse. Et vu que le passeport est pas cher, ça t'invite à la découverte. Donc, un soir, tu vas y aller, ça te plaît pas, ben, tu vas rentrer chez toi, ça te plaît, tu vas dire, ok, ça c'est super intéressant. Donc là, on croise différentes générations. Ouais, c'est pas comme aller à un festival de heavy metal, puis tout le monde écoute le même style de musique, là. Oui, puis c'est correct aussi, là, tu sais, dans le sens. Mais nous, on fait le pari de la diversité, qui est un pari compliqué en termes de com, parce qu'effectivement, il y a des gens, t'achètes ton billet pour Rise Against ou Lagwagon, puis tu peux te retrouver avec l'autre du bois le lendemain. Donc, ça peut déstabiliser. Mais en fait, plus ça va, plus c'est un pari gagnant. Pourquoi? Parce que les gens écoutent la musique de cette façon-là maintenant. Plus ça va, plus les gens écoutent C'est ça, on écoute des styles variés, puis souvent les artistes aussi vont plus se mélanger, des artistes rock qui vont être sur une chanson d'un artiste rap, ça arrive de plus en plus. Là. Fait que, effectivement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus gagnant. Puis... La caractéristique de l'événement, c'est vraiment ça. L'expérience, puis le lieu. Là, quand on vient au festival, puis à chaque fois qu'on a gagné de la clientèle qui venait de l'extérieur de la région, parce qu'en Mauricie, les gens, ils adorent le festival. C'est déjà assez bien vendu. Ils viennent, puis c'est pour ça qu'on a une tension sur le marché du passeport, parce que sur le marché de nos billets, parce que les gens d'ici ou de la région élargie, là, ils connaissent, ils viennent et ils trouvent que c'est super. Mais quand les gens de l'extérieur ils viennent, ils reviennent aussi. Et là, c'est là que on a de la tension sur le marché. Puis ils trouvent que, sérieusement, c'est formidable pour le prix aussi. Ils en reviennent pas. Donc, puis les artistes aussi, ils aiment l'ambiance qu'on crée ici. Je pense qu'on a une très bonne réputation sur l'accueil. Ça, c'est super important, l'accueil des artistes. Puis quel qu'il soit, là, de l'artiste qui est pas du tout connu à l'artiste qui est très connu. Il y a des bénévoles qui sont là, qui sont accompagnateurs d'artistes. Puis je t'en parle, parce que c'est ça que je faisais quand j'étais au bénévole au festival, soit responsable de site, soit accompagnateur d'artistes. Ça m'a déjà intéressé, moi, de faire ça. Me semble que ça doit être cool. C'est super, tu sais, dans le fond, on te donne évidemment toutes les informations pour que tu puisses accueillir l'artiste correctement, puis il y a toujours quelqu'un avec toi si jamais il y a des soucis. Mais tu as un petit cartable, il y a toutes les informations dedans, à quelle heure il va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu peux lui arranger ça, s'il a besoin d'aller à telle affaire. Tu sais, vraiment... Puis les lieux, les roulottes sont au bord de l'eau. Enfin, on s'organise. On a des partenariats avec les restaurants aussi ici. Donc, ils sont super bien accueillis. Puis ça compte. Donc, tout compte. C'est pour ça que le festival, là, c'est vraiment une aventure humaine aussi. Parce que, pareil, les bénévoles, ils ressemblent à notre public, toutes les générations. Du plus jeune au plus âgé, tous les milieux sociaux confondus, tout type d'amateurs de musique confondus. Puis ça, c'est pas souvent. Sérieusement, dans le monde actuel. Et c'est pas souvent. Donc, juste ça, là, c'est un plaisir de faire ça. Là. Puis là, avec la pandémie, évidemment, comment vous vous préparez pour 2021? Là? Il y a encore des possibilités qu'il n'y ait pas de festival, que vous sortiez de quoi, puis que vous deviez encore annuler. Fait que comment vous travaillez avec toute l'incertitude actuelle? Là? Mais d'abord, c'est sûr, pendant la pandémie, tu as comme deux solutions. Dans le fond, soit on se mettait sur pause au complet. Ouais, il y en a qui l'ont fait, je crois. Revenir l'année d'après. Nous, on a choisi, évidemment, on est en équipe réduite. Évidemment, on a perdu plus de 80% de nos revenus parce qu'ils sont liés à l'événement, puis c'est des revenus privés. Par contre, on a quand même eu du soutien de certains partenaires, certains commanditaires, certains subventionneurs. Ça permet d'assurer la survie de l'organisation, de travailler à l'année prochaine, mais aussi de faire on a fait un festival virtuel. On a fait des spectacles en collaboration avec la Corporation des événements puis Culture 3R, une série rencontres là, en faisant une rencontre Cœur de Pirate avec Marie-Mé. On a fait aussi Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud puis Vincent Vallière ensemble. Pour la fête du Canada, on a été aux Forges du Saint-Maurice. Allez voir ça, là, sérieusement. On a des images encore sur nos réseaux sociaux puis sur notre site web. C'est Bobby Basini et Mato Bulowski qu'on a tourné au bord de l'eau, Cindy Bédard. On essaye, là encore, de montrer ce qu'on est capable de faire. Dans toute la diversité en mettant en valeur les lieux. Donc là, on n'est pas au bord du fleuve, mais on a décidé d'aller aux Forges du Saint-Maurice, puis de filmer des artistes. Un lieu que vous n'avez jamais rien présenté dans le coin, fait que vous avez profité de l'occasion, en fait, pour montrer un autre environnement. Là. Exactement. On a aussi, parce qu'on est très impliqué, le festival, c'est super important pour nous dans la communauté. Pendant l'événement, on fait des spectacles dans les CHSLD pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Je savais pas ça. On fait des conférences dans les écoles. On s'occupe de tout. Là. On produit tout. C'est 9 spectacles, je pense, qu'on fait pendant l'événement. On s'occupe de tout. Dans Maison Carpe Diem aussi pour Alzheimer. On fait tout ça. Donc, on fait des partenariats avec des écoles aussi qui ont des moyens plus difficiles. On fait des levées de fonds pendant l'événement.
On fait plein d'affaires. On donne pour plus de 30 000 $ de billets à des organisations communautaires pour des gens qui n'ont pas accès à la culture en général. On donne ces billets-là. C'est fondamental pour nous, là, tout ce qui est développement durable, en particulier le côté social. Puis là, cette année, avec la Corporation des événements, on a fait un spectacle de Corias au centre jeunesse. Oui, j'ai vu ça. Pour les ados qui sont dans des situations quand même très difficiles, puis qui n'ont pas beaucoup d'opportunités de se réjouir. Donc, avec durant la pandémie, en plus. Durant la pandémie, en plus, pour eux. Là. Donc, ils ont eu Corias arriver, ils ne s'attendaient pas à ça. Pour nous, c'est magique. Ouais. Il y avait quelques dizaines de jeunes puis qui étaient regroupés par ce qu'ils appellent par bulle. Là. C'est le CIUS qui avait organisé ça. Mais pour nous, c'est super important. Alors, évidemment, c'est pas aussi spectaculaire, mais juste Corias, il a dit c'est sa seule gig de l'été. Il faut se rendre compte quand même. Donc, nous, on fait travailler nos techniciens, on fait travailler des artistes, puis aussi, on peut donner du bonheur à un petit nombre de personnes. Puis, on a d'autres projets à l'automne. Évidemment, ce qui est très difficile, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut faire ou pas faire, dans le sens, pas de notre sort, mais par rapport aux autorités gouvernementales, les consignes qu'ils donnent qui sont changeantes, puis je le comprends, là, je me plains pas de ça. Là, je veux dire, mais ça crée aussi qu'il y a des événements qui sont préparés des fois, puis que rendu là, ben c'est plus possible. C'est ça, donc c'est pas évident, parce qu'on prépare des choses, puis est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas, on va voir. C'est sûr que là, on a fait des choses en lien avec les artistes, les auteurs-compositeurs de chansons plus francophones. J'en ai parlé tout à l'heure. On a fait un peu de hip-hop avec Corias. On a fait plus côté indie avec Matt Obulovski, par exemple. Puis là, on a des choses, on a des petits projets en tête par rapport au punk, parce que c'est quelque chose qui est super important pour nous. On a développé un lien avec toute cette communauté-là. On a eu des super belles soirées, franchement, au festival. C'est ça, les derniers gros groupes internationaux, c'était beaucoup des groupes punk, punk rock, dans ce style-là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc on va essayer de faire quelque chose. Alors évidemment, il y a beaucoup d'aspects virtuels là-dedans, c'est évidemment plus modeste, mais c'est pas grave. L'important, c'est que le festival peut se déployer aussi à d'autres moments de l'année. Il l'a déjà fait d'ailleurs, on a déjà fait des collaborations, je me souviens avec Noël en Lumière, à d'autres moments. C'est sûr que le festival, les 9 jours, c'est ça qui prend le plus de place, évidemment, dans notre activité. Mais notre métier, c'est aussi d'organiser des événements, que ce soit petits, moyens, en gros. C'est aussi avec la mission qui est de rendre la culture accessible à tous, travailler en collaboration, puis mettre en valeur les sites quand même de la ville, puis d'avoir notre marque, quand même, notre identité doit être véhiculée de la bonne façon. Qu'on fasse un podcast, si on organise ça un jour, ou si qu'on fasse des spectacles à certains endroits, il faut que la qualité soit là. Puis le respect des artistes, ça, c'est bien important. Puis qu'on fasse dans le respect aussi des collaborateurs et qu'on travaille. Donc, on a quelques projets comme ça. Donc, ça, c'est important. Pour 2021, je te cacherai pas la programmation 2021 est plus que bien avancée. Ça va bien. Elle ressemblera beaucoup à celle qui était prévue en 2020. Donc, c'était une super programmation. On avait vendu beaucoup de billets par rapport à ça. Il y avait beaucoup de commentaires. Puis, justement, une belle diversité puis un bel équilibre. Je pense que on était là-dessus. Puis, je suis à l'aise de dire ça parce que avant de lancer la programmation, on doute toujours. Là, on n'est jamais sûr de notre coup. Là. Ce serait fou d'être sûr, de dire on est sûr que ça va marcher. Bon, on a quand même confiance parce que sinon on ne mettrait pas ces noms-là. Non. Mais là, le fait qu'il y ait une réponse super forte du public. Donc, puis les gens ont gardé leur passeport, je pense, en espérant que la plupart de la programmation se retrouve là. On ne l'a pas non plus reconduit à 100% pour l'instant parce qu'il y a aussi des opportunités sans doute, mais c'est ça, des opportunités qui vont se présenter à nous, donc qui pourraient compléter ou bonifier ce qu'on avait déjà. Bon, ça c'est une chose. Est-ce que le festival est quand même, malgré la pandémie, va être capable de maintenir son niveau? Oui, vraisemblablement oui. Est-ce que même à terme, si la pandémie finit par disparaître, on serait capable même d'aller un peu plus loin, de continuer notre croissance? Je le souhaite, je pense que oui. On a un événement qui est en bonne santé. Ça ne va pas nécessairement diminuer les qualités des programmations des prochaines années? Je ne pense pas. Pour l'instant, je te dirais que non. L'événement était un événement en bonne santé. On a réussi à gérer ça correctement. Puis notre manière de fonctionner, notre structure fait qu'on n'a pas des coûts fixes qui sont trop importants. Donc, on a eu beaucoup de soutien aussi de nos partenaires, en particulier la ville ou le ministère du Tourisme qui veulent pas
C'est sûr que nous, on génère des millions de retombées économiques. Donc, c'est pas comme si ça marchait pas avant. Ça marchait très bien. C'est bon pour toutes les entreprises de la région aussi. Là. Exactement. Nous, on donne beaucoup de contrats. On a une politique d'achat local, mais on fait travailler le plus possible les artistes de la région, puis les entreprises de la région. Restaurants, d'ailleurs, dans les bars. projets qu'on fait, c'est ça aussi. Là. Puis, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements qui vont... des choses qui vont rester? Est-ce qu'on va changer notre façon de planifier, mais aussi de vivre les festivals dans le futur en raison de ça? Ou une fois que ça va être terminé, tu penses que ça va revenir sensiblement pareil? C'est une question qui est quand même complexe. Je pense que globalement, dans la société, les mesures d'hygiène vont être un peu plus poussées puis développées. Puis ouais, surtout le lavage des mains, je pense que ça va rester... c'est ça. C'est facile aussi à garder. Là. Donc, c'est pas plus mal. D'ailleurs, quand on s'est retrouvé au mois de février, on avait discuté en équipe et on avait fait acheter beaucoup de Purell. OK. Ça, c'était préparé parce qu'on voyait qu'avant, à cause de ce qui se passait en Europe, avant que ça arrive ici, on s'était dit, si on doit faire l'événement, on se doutait qu'il y aurait des mesures d'hygiène plus... Donc, on s'était quand même un peu préparé en fonction. Il se trouve que finalement, on n'a pas fait l'événement, évidemment. Mais oui, je pense qu'il y aura des mesures d'hygiène. Après, le comportement des gens, là, il y a des sondages beaucoup dans nos secteurs. Puis on se rend compte que quand même, en très grande majorité, les gens vont avoir envie de fêter. Là. Ils ont été privés de ça. Alors, il y aura toujours une partie qui aura plus peur, puis une partie qui n'aura pas peur du tout. Donc, à mon avis, en fonction de l'évolution de la pandémie, ça va jouer là-dedans. Je pense par contre un festival comme le nôtre, qui est quand même très accessible, va pouvoir tirer son épingle du jeu parce que voilà, c'est ça. Et aussi la notion de prix, je pense qu'on va avoir une crise économique quand même qui va toucher beaucoup de monde. Le monde ne voudront pas payer nécessairement 200$ pour des billets. Là. Malheureusement aussi, je pense qu'il y a des événements qui vont avoir de la misère. Je pense qu'il y a aussi des gros joueurs de l'industrie qui vont avoir de la misère. Pas seulement des événements, là, je parle des salles de spectacle ou d'organisateurs, de spectacles, producteurs, etc. Puis c'est bien malheureux. Puis du coup, sur le marché aussi, je pense que ça va faire baisser un peu les cachets. En tout cas, il y avait quand même beaucoup de choses que les gens ne verront pas, mais qui vont changer. Ça va être plus en arrière-scène. Là. Exactement. Si 2021, on n'est pas en capacité de faire l'événement, on va là encore essayer de se déployer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas se mettre sous un tapis en attendant que ça passe. On fera des choses à l'image de ce qu'on est capable de faire. Ce sera plus des micro-événements. On va pousser le jeu le plus possible par rapport à ce qu'on a le droit de faire, mais dans le respect évidemment des mesures, là, parce que ça c'est le plus fondamental. On ne veut pas jouer avec ça. Puis on verra. Ce qui est sûr, c'est que il faut être capable de tenir le choc aussi collectivement par rapport à ça, parce que il y aura un après. Puis l'après, on aura besoin de faire repartir la machine. Et c'est sûr que les événements, je dépasse même le festival, là, mais après la crise économique en 2008 ou la dernière, le gouvernement du Canada avait mis en place un programme pour relancer la machine, puis ça touchait beaucoup des événements. Il y avait pour faire repartir un peu le bal. Parce que les événements rassemblent le monde, sont des lieux positifs, comme je disais, mais aussi sont des formidables machines aussi à faire des retombées économiques et touristiques. Pour remettre un pays sur la map, pour remettre une ville sur la map, c'est super important. Puis on le voit, là, il y a juste à passer en centre-ville à Trois-Rivières en ce moment par rapport à d'habitude. C'est quand même assez dur, quoi. Donc je pense qu'on aura notre place, évidemment, là-dedans, on aura notre rôle à jouer. On essaie en ce moment de jouer notre rôle. On a plein de projets qui sont moins spectaculaires pour les gens, mais là, il y a une terrasse collective qui s'est montée à côté de nos bureaux. Ça, on prête notre mobilier, on fait de la projection d'images de l'événement, mais aussi d'œuvres d'artistes qui sont en ce moment à la Biennale de sculpture contemporaine. Okay. On fait sur la terrasse, ça? Oui, c'est ça. Sur notre vitrine de l'événement, vitrine, on projette ça. Ça met en valeur les artistes qui sont en ce moment à la Biennale de sculpture contemporaine. Donc j'invite les gens à aller la voir. C'est jusqu'à septembre. C'est ça, on fait plein de choses. Il y a une brigade sanitaire en ville, une brigade très Trois-Rivières qui informe les gens, leur donne des conseils, mais il y a aussi tout un volet plus culturel, humoristique, avec un peu d'art de la rue. Ça, nous, on a investi un peu là-dedans pour venir en aide à notre communauté. Bref, on essaye par petites touches, je vous parlais de Corias tout à l'heure, de se déployer autrement, puis de montrer qu'on est dans la communauté, on veut participer à la relance de la ville. C'est important d'être créatif, j'imagine, puis de se renouveler en tant qu'organisation. Là. C'est ce qu'on sait faire, je pense. On a un événement culturel, touristique aussi, évidemment, musical. Notre responsabilité, c'est justement d'apporter notre créativité, puis je pense notre sens de l'organisation. Puis, et puis aussi, on est capable, toute l'équipe ici,
ou les gens, ou les bénévoles, ou les gens qui sont dans l'événement, les gens, ils ont ça dans l'ensemble, ils sont capables de se retourner sur un dissent. C'est ce qui fait toute la beauté aussi d'un événement. Il faut être très organisé, très préparé, mais il y a toujours l'inattendu qui arrive, c'est immanquable. J'imagine justement aussi que c'est important de rester dans la tête des gens, parce que si t'es pas là pendant 1 an, pendant 2 ans sans rien faire, là, les gens vont oublier pratiquement. Là. Oui, il va leur rester leur souvenir de l'événement, des émotions qu'ils ont vécues, comme tu en parlais tout à l'heure, ce qui est quand même le plus important, mais ça ne suffit pas, effectivement. C'est important pour nous de faire vivre de l'identité festivois sans se dénaturer. On ne veut pas être partout tout le temps. On ne veut pas placer du logo, là, c'est pas du tout ça. C'est à travers les productions artistiques qu'on va faire. Je me souviens, là, j'ai parlé à Vincent Vallière après les shows rencontres qu'on a fait avec la Corporation des événements puis Culture 3R. Il nous a dit merci pour la proposition, merci pour le respect que vous avez aussi des artistes, parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles en ligne, soit les artistes chez eux, dans leur salon, soit des retransmissions de shows. Mais nous, là, ce qu'on a voulu faire avec cette opération-là, c'est que on garde l'intimité un peu d'une prestation à la maison, mais avec des moyens techniques qui sont dignes de la télé. De toute façon, celui-là qui a réalisé, c'est Jean-François Blais, c'est lui qui réalise la voix. Puis avec des cachets, pour que le produit final soit à la hauteur aussi du talent des artistes. On a investi pour ça. Puis le show a été diffusé en direct, mais les gens ont pu l'acheter il est encore disponible d'ailleurs, pendant 30 jours sur une plateforme un peu comme Netflix dans le fond, et puis de choisir à quel moment ils pouvaient le regarder. Donc on essaye d'innover quand même là-dedans. Est-ce que ça, à terme, c'est des choses qui pourront rester? Spectacle en live, puis en même temps, il y a des gens dans la salle, mais ceux qui sont pas là parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, mais ils veulent voir le show, est-ce qu'ils pourraient voir depuis leur salle? Oui, ou t'as vu le show, t'as trippé, parce que c'était dans le mosh pit, puis t'as trippé avec tes potes, mais t'as vu le show avec cette ambiance-là, mais tu veux le revoir musicalement. Tu veux le revivre, tu peux le racheter, racheter le show ou le consulter à un prix modique depuis ton salon. Tu te rappelles de l'émotion que tu as eue avec tes amis à cet endroit-là. Puis là, maintenant, tu as juste envie de l'écouter juste pour la musique. Parce qu'on sait que c'est pas tout à fait la même. Donc, c'est ça, c'est des choses. C'est pour ça que quand on a développé ce projet Rencontre avec nos amis là, dont je t'ai parlé, c'était aussi pour dire on va tester un modèle. On teste un modèle pour voir. Y a-t-il une réponse par rapport à ça? Donc oui, il y a des gens qui ont acheté le spectacle, mais est-ce que nous, ça peut être un modèle viable à terme? Puis là encore, on voulait pas faire un show qui existait déjà. On a favorisé une rencontre entre 2 artistes. Ils ont échangé leur répertoire. Ils ont raconté des anecdotes. Donc tu sais, Marie-Mé, Cœur de pirate, c'était quand même pas commun. Puis Patrice Michaud, Vincent Vallière, puis Louis-Jean Cormier, c'est des gars qui se connaissent, qui partagent plein de choses dans leur univers musical. La complicité, ils ont réarrangé toutes les tunes, ils ont chanté les tunes des uns des autres. C'est un super beau show. C'est ça. Nous, on veut être présents en faisant des choses qui nous distinguent. Comme Corias, c'est notre identité plus communautaire. On innove sur la formule avec le show rencontre, avec les propositions artistiques. Là, on a d'autres idées là, avec le punk, pour dire, regardez, nous, le festival, c'est ça qu'on sait faire. On prend des lieux, on prend des concepts, on met les moyens pour que ce soit aussi beau que quand vous venez sur notre site. Parce que le site des festivals, quand on regarde, là, pour des sites extérieurs de festivals, là, on fait d'énormes efforts pour que l'esthétique des lieux soit quand même à la hauteur. Là. On emballe des structures en métal, on fait toutes sortes de trucs. Là. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ils le ressentent. Ils sont là, ils disent, ok, c'est quand même... je pense qu'ils voient que c'est chouette. Là, donc, c'est ce qu'on veut faire, en tout cas. Puis, moi, j'ai remarqué que vous avez pris peut-être un virage un peu plus jeune depuis quelques années, malgré que vous gardez encore une programmation variée, vous gardez des shows pour les personnes un peu plus âgées. Qu'est-ce qui vous a motivé peut-être à changer un peu l'approche? Il y a aussi le logo que vous avez changé il y a quelques années, peut-être un peu plus été, un peu plus jeune aussi. Là. Fait que, qu'est-ce qui a fait motiver ce changement-là? Disons que l'objectif, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on s'adressait plus à une clientèle qu'aux autres. Mais nous, notre mandat, c'est qu'on veut s'adresser à tous. C'est notre mandat, ou c'est ce qu'on veut faire. Les plus jeunes, qui vont aller voir Marie-Mé, jusqu'aux plus anciens, si on caricature, qui vont aller voir, je sais pas moi, Ginette Renault. Là, je dis ça de même. Parce qu'il faut dire aussi que le festival existe depuis plusieurs années, puis au départ, c'était plus justement des shows un peu plus pour les personnes âgées. Pas âgées, mais... les boomers. Les adultes. Là. Puis c'était l'International de l'art vocal. C'est ça. Puis en 2008, c'est devenu le festival, parce qu'en fait, il y avait pas d'art, c'était pas international d'abord, puis à l'époque, puis il n'y avait pas
l'art vocal, il y avait quelques chorales, mais les gens ne comprenaient pas. Donc là, il y a eu des focus group qui ont été organisés auprès de la population, des bénévoles, puis ceux qui ont dit le nom, ça correspond pas, quoi. Puis le nom est venu justement d'une consultation. Puis là, c'est là qu'on a commencé à catégoriser justement les scènes, tu sais, les voix jazz, les voix pop, les voix, tu sais, pour aider un peu les gens à circuler là-dedans, tu sais, dans cette diversité, parce qu'avant c'était un peu tout mélangé, tout ça. Donc là, je pense que quand même les amateurs, ils sont capables de voir. C'est pour ça qu'on fait même dans notre programmation, c'est le week-end punk. Tu sais, on enchaîne 2-3 jours où là, c'est plus punk. Puis l'autre week-end, ça va être comme cette année, on avait fait les cowboys, tu sais, avec, tu sais, on est plus sur un côté. Mais si t'aimes le punk, tu peux aller voir les cowboys, puis si t'aimes le punk, tu peux aussi aller voir Daniel Bélanger le dimanche soir en terminant. Et puis ça se peut aussi que tu vas passer sur une autre scène. T'aurais peut-être pas acheté ton billet pour Daniel Bélanger, mais dans ton cas, dans ton passeport, t'as du respect quand même, parce que pour Daniel Bélanger, donc tu vas peut-être aller le voir. Effectivement, ouais. Il y a tout ça là-dedans. Donc la question, nous, on voulait effectivement élargir notre base clientèle, puis rajeunir aussi, parce que c'est la sensation que les jeunes au niveau du public, là, ils préfèrent être debout. Il y a une énergie qui passe là-dedans. Dans un festival, c'est super important. C'est important aussi qu'il y ait des moments plus calmes, plus intimes, mais c'est important aussi qu'il y ait de l'énergie. Il y a des moments aussi pour ça, justement, les shows plus calmes, plus intimes. Souvent vers 18h en début de soirée, tu avais le show acoustique ou des choses comme ça. Fait que... Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que à cause de la manière dont les gens écoutent la musique maintenant, puis ça c'est plutôt une bonne chose je trouve, il y a beaucoup de mélange quand même. Tu peux retrouver un grand tatoué fan de punk au show de, je sais pas moi, Jean-Michel Blais, parce qu'on l'a fait l'an dernier au Stade des Ursulines, il y avait quand même 3000 personnes pour écouter Jean-Michel Blais. Là, lui, il n'en revenait pas en extérieur, etc. Mais tu peux retrouver qui aime ça, puis la veille, il s'est éclaté au show de punk. Je pense qu'il y a une plus grande ouverture musicale par rapport à ça. Il y a moins de clochers. À une époque, moi, je suis plus vieux que toi. Là. Puis nous, d'abord, la musique, on l'avait pas. Il fallait l'acheter. Comment dire c'est l'abonnement Spotify. Aujourd'hui, ça vaut même pas le prix d'un album à l'époque. Donc, quand tu étais jeune, quand tu achetais un disque, tu l'achetais puis tu l'écoutais. Donc, ce qui fait que une génération. Tu ouvrais la pochette, tu lisais les paroles en l'écoutant. Puis le solo de guitare ou le machin, tu connais par cœur parce que tu l'écoutes, tu le réécoutes, etc. Donc, du coup, tu avais tendance à aller aussi vers tes goûts à toi. Puis il y avait pas mal de clochers quand même. Chacun défendait son. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu plus diffus. Puis au bout du compte, c'est pas plus mal. Puis comme je te dis, nous, notre programmation est un peu comme ça. Donc, on a rajeuni, c'est une volonté de rajeunir comme le hip-hop. C'est sûr que le hip-hop, ça nous intéresse beaucoup. L'an dernier, quand on a fait Corias et là, on l'a fait le 1er juillet. C'est une soirée gratuite traditionnellement au festival, mais parce que on voulait aussi que ce soit ouvert au plus grand monde. Il y avait quand même 15 000 personnes. Il y avait puis beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes. C'était gratuit. C'était gratuit, mais 15 000 personnes, c'est beaucoup là, pour du hip-hop. Était en région, etc. Donc ça démontre aussi. Puis en même temps, on travaille aussi sur le hip-hop. On avait avec des noms un peu plus confidentiels, mais pour les amateurs, ils trouvaient ça bon. Donc en fait, notre passeport, si t'es amateur de hip-hop, t'as assez de noms pour le prix, pour dire ça justifie, puis ainsi de suite. Par contre, tu vas peut-être te laisser aller avoir d'autres shows. Donc oui, rajeunissement de la clientèle. Oui, des shows plus vivants, plus punk, plus rock. Puis à une époque, on avait fait, c'était un gros show de l'histoire du festival quand on a fait CCR. Ça avait été une super soirée. Mais les gens qui sont fans de cette musique, eux aussi, ils ont vieilli aussi, donc ils ont plus envie de voir des shows dans un confort certain, là, dans le sens. Puis c'est bien correct, là. Je veux dire, je à l'amphithéâtre Cogeco, par exemple. Par exemple, nous, ça va être des shows mais c'est plus la même chose que tu te retrouvais avec Offspring ou Billy Talent. Tu veux pas être assis. Ça. Mais par contre, au festival, ce qui est bien, c'est qu'en avant, c'est zone debout, mais ensuite en arrière, avec la côte, avec certaines zones, etc. Tu peux être assis, très bien assis. Et même si tu es plus agoraphobe, il y a des zones aussi, tu peux regarder le show sur un écran. C'est le cas dans les zones supérieures où il y a un restaurant, des super bien assis, c'est confortable. Donc, au bout du compte, là, les gens, ils en profitent, quelle que soit leur génération. Puis aussi, l'événement est passé d'un budget d'1 million quelques à plus de 4,2 millions. Donc, la programmation s'est rajeunie, mais là, les moyens aussi qui sont à disposition de la programmation sont de plus en plus importants. Donc, des fois, Offspring, je pense que ça fait longtemps, ou même Billy Talent, je me souviens quand je suis arrivé, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, là. Mais c'est la capacité financière et logistique de le faire qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, non, c'est clair. Puis le pire, c'est de faire un coup une année. Tu sais, je veux dire, imaginons que moi je me mets à faire je sais pas, les Foo Fighters.
J'adorais avoir les Foo Fighters au festival, mais à cause du site, j'ai 20 000 places. Le prix des Foo Fighters, avec le prix que moi je fais mon billet, ça marche pas. Je peux le faire, c'est super pour le festival, sauf que je vais être en faillite, vraisemblablement, parce que j'aurais pas eu... Ou alors je monte beaucoup mes prix de billets pour cette soirée-là, mais du coup, tous les gens qui nous sont fidèles, qui sont habitués à payer un prix modique, là, ils vont se sentir exclus de ça. Pas forcément bon. Donc, il faut trouver l'équilibre là-dedans. J'ai eu une grosse surprise en faisant des recherches hier. Drake est déjà venu au festival en 2006, je crois. Un peu avant d'être la star qu'il est en ce moment. Ça, c'était quand même une bonne prise, j'imagine, même à l'époque, parce qu'il était connu quand même du gars de Degrassi. Oui, il était connu, mais c'est pour ça que le festival a une tradition justement. Et je me souviens d'une soirée, on a fait Mac DeMarco, Half Moon Run, puis Franklin Electric. Mac DeMarco, là, il tourne dans les plus grands festivals au monde, ici c'est plus confidentiel. Mais quand on a fait ça, il y a plein de gens qui nous écrivaient. Mais oui, on a quand même, dans notre comité de prog, puis traditionnellement, on cherche toujours le petit artiste qui va... Sur le moment, on ne le connaît pas, mais sérieusement, il y a beaucoup de bijoux dans la programmation du festival. Évidemment, les médias traditionnels font beaucoup d'éclairage sur les gros noms. Les gros noms, vous allez avoir quoi comme gros noms, mais sérieusement, là, on a une centaine de spectacles. Puis je te dis, pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi important le spectacle. Tu sais, on cherche vraiment des choses vraiment pointues, des trucs, que ce soit en jazz, en indie, tu sais, les découvertes, le hip-hop. Moi, je n'étais pas là en 2006, mais c'est le même esprit. Quand tu fais Drake, c'est parce que tu penses que tu tiens à quelque chose. Voilà, il y en avait une autre, comment elle s'appelait? Nelly Furtado. Ouais. Mais à l'époque, il se trouve quand je vais aller en parler, là, moi j'étais pas dans l'organisation, mais j'étais bénévole, mais à l'époque, quand ils l'ont signé, commençait, ça allait bien, mais tout d'un coup, ça a décollé complètement, là, dans le sens, dans la période, entre le moment où ils l'ont signé et puis elle est venue au festival, donc ça a été un événement. Donc, fait que des fois, justement, c'est de saisir une bonne opportunité, un bon timing. Là. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, comme la soirée dont je te parlais avec Mac DeMarco, Franklin Electric, puis Half Moon Run, c'était une affiche d'un soir. C'est malade, là. C'est-à-dire, c'était malade. Mais à l'époque, ça avait été majeur pour ceux qui suivaient ça. Ça n'avait pas fait un succès. Mais aujourd'hui, ce serait une affiche, une soirée à très très gros niveau. Mais nous, on l'a fait à la hauteur de moyen. On a pris ce risque-là. Donc, on en place. Aujourd'hui, ce serait probablement DeMarco en dernier. C'est ça. Puis on commandait on a toujours la volonté de placer, de faire des coups de même. C'est comme quand on fait des premières parties. L'an dernier, on a fait Marc Dupré, par exemple. En première partie, on a fait Jérôme 50. Donc, Jérôme 50, on avait envie, c'est un univers un peu plus éclaté, un peu plus fou. Bon, il y a des gens qui nous ont écrit en disant c'est qui le monsieur qui est un peu fou en avant Marc Dupré. Mais nous, on voulait montrer aussi des artistes un peu plus, comment dire. Avec Marc Dupré, on sait qu'il y a plein de monde, c'est populaire, etc. Mais justement, on va leur montrer... Tu veux pas nécessairement mettre l'artiste que les gens vont déjà connaître, justement, avant Marc Dupré. Il faut qu'il y ait un univers qui... Il y a des choses qui peuvent se ressembler, donc on fait exprès, là, dans le sens on veut montrer... puis il y a des artistes, franchement, il y a tellement de talent. Et des fois, quand on va justement le soir, dans toute la partie plus underground, il y a des moments magiques, hein. L'an dernier, on a fait les louanges au temps d'une pinte. C'était super, là. Super. Là. C'est là que c'est des moments festival, quoi. Il montait sur les tables, il dansait, c'était plein à craquer. On aurait pu le remplir en 3-4 fois le temps d'une pinte. Ouais, c'est clair, c'est assez petit. Mais c'est ça aussi le festival, c'est qu'en fait, il y a des artistes qui jouent sur des scènes qui pourraient remplir 3-4 fois. Donc, il ne faut pas le faire tout le temps, mais il y a un peu de ça. Comme cette année, là, on allait annoncer à la vieille prison, on ne pourra pas le faire, mais tu sais, Vincent Vallière, je ne sais plus si on l'avait annoncé ou qu'on allait l'annoncer, écoute, ma mémoire me fait défaut. Mais Vincent Vallière, tout seul, à la vieille prison, qui casse ses tunes pour son nouvel album. C'est-à-dire, il y a 300 places à la vieille prison. Vincent Vallière, il a déjà fait dans la grande scène. Donc, ça, c'est dans un festival, tu as des moments que tu peux créer comme ça. Donc, on essaye, on a une super belle communication avec les artistes, on essaie toujours de trouver des formules un peu comme ça. Ouais. On tire vers la fin. Il y a une question que j'aime bien poser aux invités que je reçois parce que je pense que les échecs peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais un exemple d'une situation que tu as vécue, un échec qui s'est passé peut-être pour toi personnellement ou peut-être pour le festival, quelque chose que vous avez essayé puis qui n'a pas réussi, que finalement ça s'est avéré positif, peut-être ça vous a appris quelque chose ou... J'ai pas d'exemple majeur d'échec. Ce que je peux dire, c'est parfois dans la programmation. Je me souviens une fois, on a fait Steve Hackett, qui était un super musicien
de Genesis, j'espère que je me trompe pas là, parce que sinon d'un groupe rock mais c'est légendaire. Un super musicien là. Dans le sens légendaire, et puis tout ça. Mais vu que c'est pas Genesis, on l'a fait, on avait quand même investi, puis on s'est dit les amateurs vont venir, puis je parle de ça il y a quand même quelques années. Finalement, on était super contents au niveau artistique du show, là, parce que c'est ça qu'il faut distinguer. Et puis des fois, il y a des déceptions comme ça. Des déceptions. Ça marche pas comme vous l'auriez cru. Là. Puis l'autre exemple qui me vient en tête, oui, quand même, là où, à un moment donné, on a décidé, en tout cas, bref, on fait la programmation, puis il nous reste un montant d'argent, mais on veut un soir populaire, puis en tout cas, on décide de faire un hommage à Michael Jackson. Donc là, on cherche aux États-Unis, etc. C'est quand même assez compliqué parce que un hommage, il faut que tu t'assures de la qualité. Là. On en a déjà fait des très bons, là, puis pourquoi pas. Puis là, en tout cas, on signe un band, etc. Avec image, etc. Sauf que quand il fait le test de son, le gars, pendant le... il ressemble pas vraiment au gars qu'on avait acheté en vidéo, mais tu peux rien faire. Rendu là, tu peux rien faire. Et la qualité me semble douteuse, quoi. Et je me dis, mais là, c'est sur la grande scène. C'est quand même une grosse soirée parce que, tu sais... Donc là, moi, quand artistiquement, j'ai peur. Ça, c'est vraiment, j'étais pas bien. Et pendant la soirée, je te dirais que... ça allait, dans le sens, c'était pas nul, là. Mais c'était pas très bien non plus. Donc moi, il y a des bouts, là, je me sentais... Là, pour moi, c'est un échec d'un point de vue programmation, puis est-ce que j'aurais pu faire différemment? Je sais pas, parce que tu t'achètes quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sentais quand même mal. Par contre, à la fin, je te dirais que les amateurs de musique pure, ils ont vu que c'était limite. Mais par contre, la force des chansons de Michael Jackson est tellement énorme. Ça veut le party pareil. Le festival, c'est l'été, tout le monde chantait. Il y a plein de gens qui m'ont dit, on s'est éclaté, parce que c'est ça aussi. Un festival, à un moment donné, il faut que ce soit un lieu où tu as envie de chanter les chansons en gang. Dans le fond. Puis c'est le fun aussi. Puis c'est vrai que, sérieusement, Michael Jackson, c'est tellement fort que ça emmène les gens. Donc, il n'y a personne qui avait dit c'était un échec cette soirée-là. Mais moi, par contre, personnellement, j'avais trouvé que c'était quand même un échec. C'est pas un bon souvenir. J'en ai même des... Je suis pas à l'aise d'avoir présenté ça. Je suis déçu de ce qu'on a proposé. Est-ce que les gens, eux, ils avaient la même déception que moi? Pas vraiment, mais c'est pas une raison. Dans le sens, si je peux éviter ça à l'avenir, je vais le faire. Toi, quand même, t'étais pas à l'aise avec ça. Là, puis parfois, ça peut être des décisions d'organisation, de logistique. On pense que telle affaire va marcher. Puis ce qu'il faut dans notre job, là, faut pas être... c'est le public qui décide. Donc, à un moment donné, soit tu sais que... Soit tu as analysé, tu dis, bon, regarde, on crée une nouvelle zone, une nouvelle scène un peu pointue. On sait que la première année, c'est pas forcément là que ça va marcher tout de suite. Là. D'ailleurs, on sait quand on fait des nouveautés à l'événement, l'an dernier, on a ouvert l'espace qu'on appelait l'espace Castel en arrière de l'église Saint-James. C'était un super bel espace avec écran géant, tu sais. Mais les gens, c'était tellement beau, ils pensaient que c'était VIP. Alors que non, c'était pas VIP. Okay. Donc, dans la circulation, alors que c'était dit entrée gratuite dans les panneaux, mais les gens, ils n'y allaient pas. Donc, au bout de 3 jours, là, on s'est ajusté, on a mis, bref, pour que les gens comprennent mieux. Puis à la fin, c'était plein. Au début, on dit ça marchait pas. En fait, tu te rends compte que ça marche pas. Pourquoi? Pas parce que les gens n'avaient pas y aller. C'est faut que tu comprennes. Ouais. Non, c'était tellement beau que les gens ils pensaient que c'était VIP qu'ils pouvaient pas. Donc, bref, on a changé ça. T'as pas le temps. Il faut que tu te remettes en cause. Si ça marche pas, là, non, mais... Ou alors, tu te dis... Faut pas que tu le prennes personnel non plus. On va insister sur le lieu. C'est comme là, on a développé l'an dernier au bord de l'eau ce qu'on appelait le Quai Sun Life. C'était notre commanditaire. Puis là, on a testé le soir. Tu sais, qu'est-ce que ça a donné? On a fait un bar. C'était un super bel endroit. Puis là, on a vu, OK, là, parfait, on a testé quelque chose. Puis là, cette année, on allait le monter vraiment plus que ça. Là. Ça a été vraiment tout un lieu. Où ça? Au bord de l'eau, juste à côté du parc portuaire. À la fin des shows, en fait, les gens, ils vont dans les bars, mais ils sont full les bars en centre-ville. Donc là, nous, on a créé une autre zone avec du mobilier spécifique. Il y avait un DJ le soir. Tu sais, les soirs de punk, il y avait un mec qui postait plus de punk. Donc là, t'es à 11h01, t'es juste au bord de l'eau. On a fait toute une zone sympa. Mais là, cette année, on l'aurait bonifié. Donc il y a des zones où on sait que ça va prendre 1, 2, 3 ans pour arriver à... Voilà. Puis il y en a d'autres tout de suite, là, tu te rends compte que... non, on a vraiment pris une mauvaise direction. Est-ce que c'est un échec? Je sais pas. C'est beaucoup d'essais-erreurs, en fait. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est que l'échec, en fait, c'est quand l'organisation ne veut pas se remettre en cause. Tu sais, quand tu commences à stagner ou dire c'est bon, on est arrivé. Alors, ça peut arriver sur certains dossiers. Il faut pas avoir peur non plus de l'échec parce que non. Sinon, tu testeras jamais rien puis tu n'avanceras pas, là, en fait. Là. Le pire pour un événement, c'est ça. C'est d'être statique puis de ne pas innover, de refaire la même chose. Puis aussi
de trop écarteler son identité. Je pense que... Pas avoir une identité précise, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plein d'événements qui sont... l'Igloo Fest, tu sais que ce que tu vas voir, c'est une identité très forte. Je pense au Festif, c'est une identité très forte aussi. Leur concept est autour de ça. Et eux, on voit très bien c'est quoi leur clientèle, puis tout tourne autour du type de clientèle qu'ils ont, puis c'est très bien comme ça. Un peu le monde van life, un peu hippie. Exactement. Ouais. Donc la programmation qu'ils ont, les concepts qu'ils ont, le branding qu'ils ont, ça correspond à ça très bien. L'Igloo Fest, on est plus l'électro. Comme je sais pas, il y en a plein. Puis en Europe aussi, il y a de super bons exemples. Nous, notre identité, c'est ça, c'est la diversité. On pourrait pas se transformer en festival de punk, ou alors il faut créer un autre festival. Ouais. Parce que rien n'est impossible dans la vie. Là. On fait un festival, le festival qui peut continuer à se développer, puis on peut aussi en créer d'autres des festivals. Petit, moyen, gros, là, dans le sens, c'est une expertise que tu as. L'important, c'est ça, c'est qu'on soit capable de la faire vivre. Puis au fil des années, quand même, on s'est professionnalisé, parce que plus tu grandis, plus tu apprends. Parce que tu apprends beaucoup, parce que justement, tu fais beaucoup. Il y a des réussites, mais il y a des erreurs aussi. Et puis, il faut que tu gardes quand même ton identité, ta base, puis que tu cherches à progresser. Puis là encore, quand tu grandis ton équipe, tu t'entoures de gens forts, puis qui sont motivés. Et puis tu les écoutes, tu échanges avec eux. Et puis voilà. Ben, j'ai hâte aux prochaines éditions en espérant qu'on aille un 2021. Merci d'avoir été sur le podcast. Évidemment, les gens peuvent suivre le festival sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou aller voir aussi les événements que vous organisez encore, parce qu'il y en a quand même. Oui, nous suivre, il y a l'actualité, puis il y a plein de choses qu'on a fait dernièrement aussi qui sont des belles prestations, des belles capsules musicales à voir. Là. Dont certains qui sont encore disponibles, mais au moment où le podcast va sortir, là, je suis pas sûr que ça va être encore disponible, mais allez voir. Ça dépend des capsules, où souvent on a les droits pour un an. Okay. Alors, je sais pas si tu veux un an pour monter ton podcast. Ça va être dans... Non, ça va être plus dans un mois environ. Ouais, c'est ça. Il y en a, on peut les écouter. Puis il y a aussi pendant l'événement, on a une radio qui s'appelle la Radio Festivois, donc 3 heures d'émission par jour. Puis il y a des prestations d'artistes, donc il y en a qui sont encore disponibles. Sur la chaîne YouTube du festival, là, il y a encore plein d'extraits de shows, si vous voulez avoir un peu l'esprit, l'univers de l'événement. Puis on a des vidéos d'1 minute ou 2 aussi, récapitulatives de l'événement avec des images. Puis là, on voit vraiment l'univers de l'événement, la grande scène de bord de l'eau, puis des choses plus confidentielles, la lumière de l'été, la ville. Pour les gens qui connaissent pas l'événement, allez voir ça. Ouais, ça va vous donner la piqûre. Puis suivez-nous, puis on espère qu'en 2021, on sera de retour avec une belle programmation. Merci. Merci à toi.